Qui ne souhaite pas un monde dans lequel la Russie et les États-Unis font ensemble de bonnes choses en collaboration? Et là, il commence à entrer dans le détail de pourquoi les Américains, pas seulement parce que Trump et Poutine s'aiment bien ou s'admirent là, il y a un vrai projet commun. Réfléchir à la manière d'intégrer leur politique énergétique dans l'Arctique. Partager les voies maritimes. Peut-être envoyer l'ensemble du GNL, du gaz en Europe. Peut-être collaborer sur l'intelligence artificielle. Parvenir à surmonter la migration technologique. Si les présidents pouvaient discuter entre eux de l'Iran où la Russie a une certaine influence. Qui ne rêverait pas d'un monde comme celui-là? Pour moi, c'est tellement logique. Je trouve que c'est la première fois qu'on a une sorte de liste d'intérêts convergents. Alors, vous me direz si vous trouvez qu'ils ont un sens ou non, mais il y a une liste. C'est ça ce dont ils sont en train de parler avec les Américains. Ceux qui croient qu'ils parlent de l'Ukraine et de la paix en Ukraine se trompent complètement. C'est-à-dire que la priorité de l'administration Trump, c'est la normalisation des relations avec la Russie. Ils y voient un potentiel. Alors, lequel, ça me mystifie encore jusqu'aujourd'hui. Mais pardon, pardon de vous interrompre, c'est plus loin qu'une normalisation. C'est pas non, mais bien sûr. Collaboration. C'est une normalisation qui ouvre sur un monde des possibles avec voilà, le florilège que nous donne Witkoff de l'intelligence artificielle. Soit dit en passant, je pense que la plupart des Russes qui étaient bons dans ce domaine, ils font partie des millions de Russes qui sont partis. Ils sont ici en ce moment et eux, on a intérêt à bien les traiter. Et pour ce qui est des autres sujets, très bien, M. Witkoff, commencez par convaincre Vladimir Poutine de rendre les enfants ukrainiens volés. Et puis ensuite, peut-être que vous pourrez faire des choses magnifiques sur l'énergie en Arctique et sur le GNL pour l'Europe. Mais Witkoff, il veut faire quoi? Il veut faire du business. Oui. C'est pour ça que moi, je ne crois pas. Une alliance, c'est un projet commun, que ce soit un projet politique ou un projet militaire. L'OTAN est une alliance, mais il n'y a pas d'avenir commun pour la Russie et pour les États-Unis. Je pense que ces pays sont trop différents pour ça. En revanche, effectivement, il y a une normalisation, il y a la recherche de partenariats au pluriel, mais on est sur la sphère privée, je dirais, pas sur la sphère interétatique. Quand même, hein, les politiques énergétiques dans l'Arctique, c'est important. Partager les voies maritimes. Quand il dit même, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on va envoyer ensemble du gaz en Europe. Mais enfin, voilà, ils vont essayer de mettre la main sur les méthaniers, sur le port de Yaman, et pour co-gérer effectivement avec les Russes. Ils ont souvent retenu d'être un conseil de surveillance, par exemple, sur la société Rusal, qui est une des plus grandes sociétés pourvoyeuses d'aluminium. Est-ce qu'il y a un rêve, je vous interromps, mais juste pour parler à partir de la carte, qu'on comprenne bien, est-ce qu'il y a un rêve ou un cauchemar, selon mon point de vue, que l'immense Russie, c'est le plus grand pays du monde, et les États-Unis se rejoignent d'ailleurs d'une certaine manière par l'autre bout de la Terre. Collaborent vraiment. Moi, je pense que ça ne sera pas une alliance parce que je pense que cette relation est quand même contre nature. Donc, elle est le fait de Donald Trump, mais ce n'est pas le cas de tous les républicains et encore moins celui des démocrates. Donc, ça n'aura peut-être qu'un temps. En revanche, il peut y avoir un partenariat économique très important et l'Arctique est intéressant sur le plan économique et sur le plan stratégique. Les Américains s'inquiétaient de la coopération entre la Chine et la Russie. C'est une route qui est de plus en plus libre de glace et donc ça intéresse beaucoup les Américains. Darius, là-dessus, des sources russes m'ont dit exactement la même chose que ce qu'on vient d'entendre de Witkoff, c'est-à-dire qu'effectivement, il serait possible que les Américains, disent les Russes, rachètent, tenez-vous bien, Nord Stream, pour pouvoir justement faire en sorte que les Russes se remettent à l'utiliser et que ça soit donc un partenariat commercial entre la Russie et les États-Unis pour que le gaz réarrive en Europe. Et sur l'Arctique, c'est la même chose. Le Conseil de l'Arctique, auquel évidemment il y a tous les pays qui sont sur le pourtour du pôle Nord, duquel les Russes sont exclus de facto depuis le début de la guerre, eh bien, reprendrait du poil de la bête qu'il y aurait de nouveau une décollaboration alors qu'elles étaient très fructueuses. Ils y ont réfléchi. La guerre, ils y ont réfléchi. Quand même. Absolument. C'est vous qui disiez quoi. Il a fait 1 milliard. Witkoff, c'est un homme qui a fait 1 milliard. Quelqu'un qui a fait 1 milliard est quelqu'un d'assez rationnel. Ce sont des projets concrets. Il y a une logique américaine. La logique, l'obsession, c'est toujours la même. C'est essayer de contrer la Chine. Quand il faut partager les voies maritimes. Mais les Américains, ils sont pas idiots. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Panama? Ils ont viré les gars de Hong Kong qui étaient dans la main des Chinois et qui géraient le canal. Et les Américains, ils voient bien la route de la soie. Ils voient bien que le port du
du Pirée appartient maintenant aux Chinois. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est construire une sorte d'offre alternative. Et moi, je pense que, en tant qu'Européen, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que je préfère des puissances économiques dans lesquelles les États-Unis soient partie prenante, plutôt qu'une puissance économique purement chinoise, avec des gens qui, eux, pour le coup, se foutent encore plus que M. Trump de ce qu'est l'Europe occidentale. Mais allez au bout de votre pensée, Guillaume Roquette. Est-ce que vous êtes en train de dire que, d'une certaine manière, pour vous, la Chine est plus dangereuse que la Russie ? Oui. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que je pense que le projet chinois est un projet global. Et je pense que... Je vous ai expliqué pourquoi... Enfin, je ne croyais pas, parce que je crois, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je suis d'accord avec de nombreux experts qui pensent qu'il n'y a pas de danger russe militaire immédiat. La Russie est un petit pays, c'est le PIB de l'Espagne. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour l'Espagne, mais c'est un pays, on va dire, c'est une puissance très moyenne. Comme avait dit la Chine, la force de la Chine, aujourd'hui la force économique, commerciale, financière de la Chine est sans commune mesure avec celle de la Russie. Donc je pense que oui, le risque global, il est bien plus important que ce que vous venez de dire est très important. C'est-à-dire, vous le dites d'une autre manière que Trump et son équipe, mais vous semblez partager ce point de vue-là, qu'en fait, dans l'échelle des dangers, bien sûr, la Russie est une menace. La Russie est une menace immédiate. Mais la Chine est une menace plus grande encore. Je pense que c'est une menace systémique, comme disent les gens prétentieux, ce que n'est pas la Russie. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Parce que si on est d'accord avec ça, d'une certaine manière, Trump a raison. Alors, je pense que la vision... Pardon. Non, je pense qu'il faut être capable de traiter les deux en réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir. Non, mais la Russie est une menace, la Chine est une menace. On ne peut pas exclure l'une au profit de l'autre. Dans l'histoire, on a souvent choisi. Je vous rappelle quand même, je vous rappelle cette chose terrible, la génération d'avant s'est alliée avec Staline. Staline, qui est un des plus grands criminels de toute l'histoire, pour contrer Hitler. Et il fallait bien. Ouais. Vous auriez pas fait alliance avec l'Union soviétique à l'époque ? Si, pour contrer le nazisme, bien sûr que si. Voilà, donc il y a quand même des moments aussi. où on choisit. Oui. Non, moi je pense d'abord la vision de la Chine et de la Russie vis-à-vis de l'Europe n'est pas du tout la même. Et vous habitez la question. Est-ce qu'il a raison ? Non. Il n'a pas raison. Non, pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas d'attaque militaire de la Chine en Europe. Elle s'en moque. La Chine, ce qui l'intéresse, c'est le commerce et c'est son propre développement. En fait, elle a toujours considéré l'Union européenne comme une alliance de revers par rapport à ses ennemis. À un moment, c'était l'Union soviétique, maintenant, c'est les États-Unis. Donc, elle ne va pas s'en prendre à l'Europe. Alors, évidemment, elle va déverser ses véhicules électriques, on va avoir des subventions, une guerre commerciale, tout ça, bien sûr. Elle commence à acheter. Mais c'est pas commence à acheter des parties. Oui, mais on l'a souhaité. Que la Chine investisse davantage. Oui. Mais je ne vois pas quel danger elle peut faire peser. Alors, dans sa région, c'est autre chose. Mais en Europe, Pardon, non. Moi, pour préciser ma pensée, je ne parlais pas d'un danger militaire chinois immédiat. Je suis, je pense, en alerte, comme tout le monde, quand je vois la rapidité avec laquelle la Chine s'arme. Il paraît qu'ils construisent un nouveau sous-marin, un nouveau porte-avions tous les 2 ans. Non, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la Chine a fait beaucoup plus de mal à la France que la Russie depuis ce jour funeste où on a fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et où elle a détruit une très grande partie de l'industrie européenne. Ça a commencé avec l'industrie textile. Aujourd'hui, malheureusement, on peut craindre que ce soit l'industrie automobile qui est en grand danger. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réalité de la guerre, moi je la vois là, mais encore une fois, si j'étais balte, et si j'étais polonais, je ne dirais pas la même chose. On est au cœur du sujet. C'est-à-dire, pour les Américains, par exemple, l'idée que l'économie chinoise dépasse l'économie américaine, c'est un signal d'alarme majeur. Pour la plupart des Européens, on s'en fiche en réalité, mais non, pas pour les Américains. Et Guillaume Roquette est de cet avis aussi, qu'il y a un danger chinois. Oui, mais chacun suit son point de vue. Donc les Américains, on vient de le dire, les Chinois, Sylvie Berman vient de le dire, et les Russes. Les Russes qui veulent, en tout cas, je voudrais d'abord dire ce que veulent les Russes, et moi, ce que je veux, ça n'a aucune importance. Moi, j'observe le monde dans lequel je vis. Donc ce que veulent les Russes, eux, c'est la puissance. Et ils ont l'impression, à tort ou à raison, que être renégocié, avoir cette possibilité d'être à égalité avec Donald Trump, puisqu'il leur donne cette possibilité, eh bien, fait en sorte, aboutit au fait que la Russie reprend cette puissance qu'elle avait perdue pendant le déclin de l'URSS. Et je vous rappelle que c'est ce qui avait fait le plus souffrir Vladimir Poutine. Oui, tout à fait. Et ce que disait Kissinger, c'est que l'obsession de la Russie, c'était le rang, c'est-à-dire effectivement d'être à parité.
et le rang et la sécurité. Voilà. Et bien les deux, c'est toujours la même chose. Non, mais absolument. Tout à fait. Les deux vont encore ensemble. Est-ce qu'il y a un vieux rêve russe des Américains? Il faut relire ce que dit Roosevelt de Staline. On parlait de Staline tout à l'heure. À l'issue de la guerre 44-45, il parlait au diplomate Belit. Et il lui dit « J'ai le pressentiment que Staline n'est pas l'homme qu'on croit. Je pense que si je lui donne tout ce que je puis lui donner, sans rien demander au retour, et il dit en français dans le texte, noblesse oblige, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et acceptera de travailler avec moi à un monde de démocratie et de paix. » Roosevelt, qui faisait mine de croire. C'est en quelle année ça? C'est 44 ou 45. Oui, parce qu'à la fin, il était un peu ralenti. Il était un peu ralenti, certainement, mais on voit à quel point. On l'appelait Uncle Joe, Staline aux États-Unis. Il y a eu comme ça beaucoup de moments de l'histoire où les Américains, en fait, contrairement à ce qu'on croit, n'ont pas été tellement anti-russes ou anti-soviétiques que ça. Non, absolument, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils avaient besoin des Russes. Ils voulaient aussi que Staline déclare la guerre au Japon. Et pour ça, ils ont tous cédé aux Russes. C'est-à-dire les Russes ont récupéré Sakhaline, une partie des îles Kouril, de manière... Donc on retrouve ce genre de calcul. Anormal, oui. Mais c'est quand même très impressionnant parce que, un peu naïvement, dans notre imaginaire, on se dit les Américains sont ennemis historiques des Russes, ça ne changera jamais, ils y reviennent toujours. Or, on voit qu'il y a eu dans l'histoire beaucoup d'ambiguïté. Les Américains ont beaucoup aidé la période d'industrialisation de l'Union soviétique dans les années 30. Il y avait une sorte de... Là aussi, déjà, un partenariat. Il y a beaucoup d'Américains qui allaient en soviétique pour aider. Les soviétiques s'inspiraient des méthodes américaines. Il y a un peu le sentiment qu'il y a le côté... on est des nations un peu exceptionnelles. Des grandes nations. On est des grandes nations exceptionnelles. Est-ce qu'il y a une fascination? Je ne suis pas un historien militaire, mais de mémoire, les Américains ont aidé aussi les Soviétiques en matière d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Massivement, bien sûr. Massivement. Et dans notre intérêt à tous. Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, on ne va pas accabler les gens de citation, mais De Gaulle, cette fascination, cette mystique de la grande Russe avec laquelle, même si on s'arme, il faut être prudent, etc. De Gaulle n'a jamais été pro-soviétique, mais il faut s'arranger avec cette très grande puissance. Le portrait de Staline qu'il fait dans les Mémoires, qui est une des plus belles pages, sa chance fut qu'il ait trouvé un peuple à ce point vivant et patient que la pire servitude ne le paralysait pas. Une terre pleine de telles ressources que les plus affreux gaspillages ne pouvaient pas les tarir. Des alliés, et là il parle de la dette mutuelle, des alliés sans lesquels il n'eût pas vaincu l'adversaire, mais qui sans lui ne l'eussent point abattu. Et la suite est extraordinaire. J'aperçus la politique de Staline grandiose et dissimulée, communiste habillé en maréchal, dictateur tapi dans sa ruse, conquérant à l'air bonhomme, si âpre était sa passion qu'elle transparaissait souvent, non sans une sorte de charme ténébreux. Il y a chez De Gaulle une fascination quand même, il sait que c'est un monstre, mais un grand monstre, d'une grande histoire. Oui, mais à l'époque, Staline était effectivement tout puissant. Puisqu'il y a eu la bataille de Stalingrad et donc il avait du respect. D'ailleurs, il y a un message du général de Gaulle à Volgograd, donc au musée de Stalingrad, et qui est de reconnaissance et d'admiration. Donc c'est pas anormal. Et en même temps, il parlait jamais de l'Union soviétique. Il ne parlait que de la Russie. Il parlait de la Russie éternelle et des relations entre la France éternelle et la Russie éternelle. On rappellera que de Gaulle, d'abord, était prisonnier. Il était prisonnier de guerre, il était prisonnier à Verdun, et il était enfermé dans sa cellule, dans sa prison avec le maréchal Tukhachevski, le futur grand organisateur de l'armée rouge, donc il se connaissait bien, et qui a été exécuté après par Staline, que De Gaulle a aidé la Pologne à combattre l'armée rouge qui tentait d'envahir son territoire. Donc il connaît un peu, et il y a des relations quand même un peu particulières. Mais tout le monde reconnaissait quand même à cette époque que la Russie, justement, qui était au plus bas après la Première Guerre mondiale, était devenue, grâce aux bolcheviks et grâce aussi à Staline, était devenue une grande puissance. Était une grande puissance industrielle, une grande puissance militaire. Elle possédait l'arme atomique. Enfin, c'était. Mais ma question, c'est est-ce que cette mystique-là imprègne aujourd'hui un peu les Américains? C'est-à-dire, malgré tout, contrairement, même si leur PIB est très faible, etc., c'est quand même une très grande puissance avec laquelle il faudra traiter, s'arranger, etc., quoi.
C'est une des explications sur les... Enfin, beaucoup cherchent à comprendre pourquoi est-ce que Donald Trump veut à ce point cette relation, même pas avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Et alors, je ne pense pas que Donald Trump soit capable de produire un texte aussi beau que celui du général de Gaulle. On en est loin. Mais il y a effectivement beaucoup de personnes qui parlent de la fascination, mais vraiment au sens propre du terme, qu'il a pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire le mâle alpha, cet homme fort, quand il dirige, l'intendance suit, tout le monde s'exécute. Et c'est quelque chose qu'il traîne comme ça depuis des décennies. Et effectivement, qu'on voit se manifester dans des décisions, dans une attitude et quelque part dans les propos qui sont tenus par les membres de l'aéropage et de son cercle premier, donc de ceux qui a autour de lui, et qui sont en charge de mettre en musique les décisions qu'il décrète comme ça à l'intérieur de la Maison-Blanche. Mais à un moment, il va quand même falloir qu'il explique aux Américains qui se demandent pourquoi il y a 59% d'inflation, enfin d'augmentation sur le prix des œufs, qu'est-ce que Vladimir Poutine va pouvoir faire pour eux. Et c'est peut-être ça que Witkoff essaye d'expliquer dans cette phrase qu'on a diffusée tout à l'heure.